Le rendez-vous est toujours maintenu, mesdames et messieurs. Chaque dimanche, c'est Info 7, la rétrospective de la semaine, le temps fort de l'actualité de la République démocratique du Congo et pourquoi pas d'ailleurs. Aujourd'hui, je suis avec le porte-parole des jeunes leaders du PPRD, Yannick Tshisola, et avec lui, nous allons débattre. Il va nous donner son point de vue par rapport à ces temps forts. Très heureuse de vous retrouver, monsieur Yannick Tshisola. Merci beaucoup, madame Paulette. Jeune leader du PPRD, mais il y a quand même une mauvaise presse avec ces jeunes leaders. On vous taxe d'être des milices du PPRD. On vous dit que ce mouvement est en train d'intoxiquer les jeunes. Quel est le rôle que vous jouez par rapport à la jeunesse congolaise? Parce qu'on dit aujourd'hui que la jeunesse congolaise est manipulable à souhait par les deux bords. Hein. Ce n'est pas seulement la majorité. L'opposition aussi est en train de manipuler la jeunesse par rapport à leurs intérêts propres. Madame Paulette, vous savez, je veux vous remercier d'abord pour l'invitation. Ça fait longtemps que je suis venu dans votre émission. Les jeunes leaders ont pris naissance après les événements de janvier 2015. Et nous sommes une réaction à justement la désinformation et à l'intoxication qui a été faite dans le milieu des jeunes au mois de janvier 2015. C'était par rapport à la situation de janvier 2015, le retrait d'un article proposé par l'Assemblée nationale. Vous savez qu'en 2015, des forces politiques se sont coalisées pour intoxiquer la population afin de barrer la route contre l'identification de la population. Et des jeunes sont sortis dans la rue pour casser, piller, violer et voler. Et nous, en tant que jeunes leaders, nous savions que c'était une intoxication. Aujourd'hui, le problème de l'identification nous rattrape. Vous avez suivi les résolutions de l'accord où on parle du recensement afin de pouvoir pallier à la question de l'enrôlement. Parce que l'enrôlement nous coûte 500 000 $. Chaque fois qu'on va aller à l'enrôlement, nous demanderons, notre budget ou l'État congolais devra défalquer 500 000 $. Alors que si nous procédions ou si nous avions procédé au recensement au mois de janvier 2015, nous aurions résolu tout le problème d'enrôlement de nouveaux majeurs, ainsi de suite. Non, donc le NIP aujourd'hui n'a plus sa responsabilité. Le NIP existe, mais par rapport à cette intoxication, le NIP n'a pas pris de l'envol. Voilà pourquoi les participants au dialogue ont dit qu'il fallait on donne des moyens afin que le NIP puisse procéder à l'établissement du fichier général. Parce que c'est de ce fichier général que nous tirerons le fichier électoral chaque fois que nous aurons besoin des élections. Parce qu'il n'est pas normal que chaque fois qu'on aille aux élections, que l'on recommence à zéro. Et donc, au mois de janvier, il y a eu intoxication. Voilà pourquoi les jeunes leaders sont nés. Et les jeunes leaders sont engagés dans des campagnes d'éveil patriotique. Nous ne sommes pas une milice. Nous sommes juste des gardiens de la République. Nous estimons que la République est notre chose commune et personne n'a le droit de pouvoir la détruire parce qu'il y a des sangs des Congolais qui a coulé pour que nous soyons là où nous sommes. Nous prenons la rétrospective proprement dite, mesdames et messieurs, le tout premier dossier. Ben, comme vous le savez, c'est ma phrase clé, on me l'a dit. Comme vous le savez, car je sais que vous le savez, vous êtes une population intelligente et j'assume. Vous le savez que la délégation des Nations Unies est arrivée en République démocratique. Tout ça pour essayer de trouver des pistes de solutions pour décanter un peu la crise politique en République démocratique du Congo. Donc le premier sujet, c'est notre rédaction, comme à l'accoutumée, à réfléchir à haute voix par rapport à l'arrivée de cette délégation, l'impact, les retombées de ce voyage, de cette visite en République démocratique du Congo, la réaction du Condor, parti cher à Gabin Chiteya. Il a réagi aussi par rapport à la venue de cette délégation. Plus de détails dans ce condensé. La visite de quelques membres du Conseil de sécurité des Nations Unies en République démocratique du Congo tombe à point nommé dans la mesure où les effets du terrorisme tant décriés sont encore perceptibles dans l'est du pays. Une visite opportune d'après certaines organisations de défense des droits de l'homme qui voudraient pour la énième fois attirer l'attention des membres du Conseil de sécurité de l'ONU sur le massacre de civils à Béni. Massacre perpétré depuis des ans par les rebelles de
de l'ADEF et leurs alliés qui représentent une sérieuse menace contre la paix et la sécurité de la région. Les organisations de défense des droits de l'homme estiment que la province du Nord Kivu ainsi que toute la région de Grand Lac sont en proie au terrorisme tant que l'ONU ne se décide pas d'appuyer significativement la RDC pour se débarrasser des groupes armés actifs sur le sol congolais, notamment les ADF, le FDLR et leurs alliés. Certains observateurs espèrent que la visite d'une délégation de membres du Conseil de sécurité en RDC aidera les Nations Unies à constater la nécessité de passer d'une à plusieurs brigades d'intervention de la MONUSCO. Finalité, éradiquer définitivement les terroristes émergents dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment au nord et sud Kivu. À la Convention nationale des démocrates pour un ordre nouveau, l'heure est à la fixation de certaines zones d'ombre. Son président national continue à croire qu'avec l'arrivée du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y aura alternance le 19 décembre 2016. Par rapport à ça, nous profitons de demander au président Joseph Kabila, étant responsable de l'armée et de la police qui détiennent les armes, pour éviter le bain de sang. C'est avec la conscience que le Conseil de sécurité vienne échanger avec lui, donc on aura gain de cause de ce respect-là du 19 décembre. Le président Joseph Kabila partira sans qu'il y ait bain de sang. La question des négociations entre la Synco et le Rassemblement a eu une place de choix. Gabin Chitea est même revenu sur l'auto-exclusion de certains membres du Rassemblement. La Synco est au milieu du village et qu'aujourd'hui nous avons deux démarches. Il y a des politiciens dans la classe politique qui sont pro le glissement de Joseph Kabila et ceux qui ne sont pas pro le glissement de Joseph Kabila au 19 décembre. Et vous remarquerez très bientôt, je tiens à appeler l'opinion d'ouvrir les yeux. Il y aura un départ, après le départ de Michiki, il y aura un départ deux autres. Le président national des Condors a également salué l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis d'Amérique. L'arrivée de Donald Trump, c'est quelque chose à applaudir pour la démocratie parce que ça justifie l'alternance qui est notre rêve. Donc Donald Trump comme président américain, détrompez-vous, c'est quelqu'un qui jouira toujours et qui fonctionnera par rapport à l'intérêt américain. Le président des Condors espère que le séjour à Kinshasa de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies apportera une solution à la crise congolaise. Yannick Tshisola, je sais qu'au sein de la plateforme majorité présidentielle, vous êtes vraiment pour la souveraineté de la RDC. Je crois que c'est même votre mot-clé, la souveraineté. Mais cette venue de la délégation des Nations Unies n'est-elle pas aussi une énième ingérence dans les affaires internes de la RDC? Comment expliquez-vous, en tout cas, que cette délégation soit venue en République démocratique du Congo? Non, Madame Paulette, vous savez... cette mission des Nations Unies est une mission de routine. Ils sont, je crois, elle est à la 5e ou à la 6e venue ici en République démocratique du Congo. Notre pays abrite une mission des Nations Unies. Ça fait plus de 10 ans, plus de 15 ans que nous abritons la mission des Nations Unies. C'est la plus grande au monde. Et donc, cette mission est une mission de routine. C'est une mission qui vise à évaluer justement la situation sécuritaire dans le pays. Vous savez que notre gouvernement a adressé aux Nations Unies à plusieurs reprises une demande de réduction des effectifs des militaires parce que nous sommes en train, notre armée est en train de monter en puissance. Nous sommes en train de plus en plus à maîtriser notre situation sécuritaire. Et donc, cette mission est une mission de routine. Avant d'arriver en RDC, cette mission a fait plus de 5 pays, notamment un pays voisin qui est la Zambie.
Donc, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. On n'a pas spécialement visé la RDC, non. La RDC n'était pas dans le viseur de manière exclusive. Cette mission vient d'effectuer, comme je vous ai dit, plus de 5 visites, notamment la Zambie, qui est un pays voisin. Et donc, elle est venue justement évaluer d'abord, parce que vous savez que la situation est sécuritaire, vous savez que la mission, la MONUSCO, est la mission la plus coûteuse au monde. C'est normal pour le Conseil de sécurité de pouvoir évaluer est-ce que cette mission est encore, cette MONUSCO a encore le droit de citer dans notre pays. Mais il y a aussi la résolution 2277 qui vient justement en appui à l'initiative du chef de l'État de convoquer le dialogue. Ils ont profité sûrement pour parler justement de toutes les questions qui concernent notamment la concorde et la cohésion nationale après la signature de l'accord. Et donc, je pense que pour des personnalités qui pensaient que cette mission est venue pour donner des injonctions, des instructions, je crois que c'est faux. Mais quand même, c'est vrai que vous et moi, nous tweetons beaucoup. Il y a beaucoup de tweets qui sont publiés après cette sortie. Beaucoup de choses ont été dites. C'est vrai que on nous a informé que le président de la République a dit que la Constitution, il va la respecter, mais on peut le modifier. Donc c'est pas indirectement nous faire passer déjà le message d'un référendum possible en République démocratique du Congo pour modifier ces articles-là qui créent problème en fait, comme ça s'est passé chez les voisins. Est-ce que c'est pas ça aussi déjà, ce message qu'on veut véhiculer dans le public, c'est possible de faire un référendum et de bouger les articles qu'on ne peut pas bouger? Vous savez, madame, moi je ne suis pas un amateur ou je ne suis pas un amoureux de rumeurs, que ce soit dans les réseaux sociaux ou ailleurs. Le président de la République communique soit personnellement à travers un message à la nation ou soit par son cabinet. Et pour la plupart des cas, c'est le directeur de cabinet, le professeur Mouilania, qui le fait. Et donc, pour l'instant, en tout cas, jusqu'à ce jour, jusqu'au moment où nous passons cette émission, je n'ai lu ni le communiqué, je n'ai pas lu le communiqué du président de la République par son cabinet, ni lui-même le suivre. Donc, je crois qu'il ne faudrait pas que l'on entre dans la spéculation. La Constitution, nous la lisons de son premier article à l'article 229. La Constitution peut être révisée. Et il y a des matières qui ne peuvent pas être révisées, mais il y a aussi des matières qui peuvent être révisées. C'était un secret de Polichinelle, et je ne pense pas que le président de la République puisse redire sur cela parce que tout est clair. Vous avez relevé un point très important. D'ailleurs, vous avez dit que il y a le directeur de cabinet qui signe deux fois des documents. Est-ce que la question que l'on se pose, il a signé, vous avez vu, il avait paraphé le dialogue, l'accord du dialogue, il a présenté ses félicitations à Donald Trump. On se pose la question, est-ce que la signature du directeur du cabinet engage-t-il le chef de l'État? Je voudrais peut-être... votre question est à deux niveaux. Est-ce que ça engage le chef de l'État ou il peut se dire que non, moi j'ai jamais signé l'accord, je n'ai jamais félicité Trump, c'est mon directeur de cabinet. Est-ce que ça l'engage personnellement? Le président de la République peut s'adresser à la nation ou peut faire un communiqué à travers son cabinet. Et lorsque le directeur de cabinet adresse un message de félicitation, par exemple, en ce qui concerne Donald Trump, le directeur de cabinet précise qu'il agit sur instruction du président de la République. Mais dans le cadre, par exemple, du dialogue, vous savez que l'exercice, parmi les incompatibilités de la fonction du président de la République, le président de la République n'exerce aucune fonction, aucune responsabilité au sein d'un parti politique ou au sein d'un regroupement politique. Et donc, le directeur de cabinet était chef de délégation de la majorité présidentielle qui n'est pas représentant du président de la République. C'est quand même un distinguo à faire parce que le président de la République est le président de tous les Congolais. Il est président des chefs des Congolais de l'opposition, il est chef des Congolais de la majorité. Et donc, en tant que garant de... Donc, le président ne pouvait pas mettre sa signature sur ce document. Il est le président de tous les Congolais par rapport à l'accord. Par rapport à l'accord, le directeur de cabinet est allé là comme membre de la majorité présidentielle. Il est allé comme membre de la majorité présidentielle. Il n'engage pas le président. Mais le président est quand même le
l'autorité morale de la majorité présidentielle. Ça porte aussi à confusion, non? Non, vous savez, la Constitution est très claire. La Constitution parle de l'irresponsabilité du président de la République dans les partis politiques. Le président de la République n'est pas responsable dans les partis politiques ou dans les règlements politiques. Il n'est pas responsable d'aucune... Mais il est autorité morale de la majorité présidentielle. Vous savez, autorité morale, ça veut dire quoi? Autorité morale, c'est par rapport à l'allégeance que font les membres de la majorité présidentielle, le parti du peuple que j'appartiens. Mais cela ne veut pas dire que le président de la République engage la majorité présidentielle ou le parti du peuple. Ce sont des faits privés. Et le président de la République est une institution politique. Il est donc au-dessus de la mêlée. Il n'entre pas, par exemple, dans la gestion quotidienne du PPRD. Non. Par exemple, par rapport au PPRD, le président de la République a nommé un secrétaire général. C'est le secrétaire général qui gère au quotidien le PPRD. Qui l'a nommé, c'est le président de la République. Le président de la République... Il n'y a pas eu élection, on l'a nommé. Non, le secrétaire général est désigné par le bureau politique, est proposé par le bureau politique, mais il est désigné par le président de la République qui, en ce cas, n'agit pas comme président de la République. Parce qu'il faudrait, vous savez, quand vous parlez de Joseph Kabila, il a plusieurs casquettes. C'est ça même la notion en Sciences Po. Le président de la République est en même temps institution et personne. Et quand vous parlez du président de la République, là vous rentrez dans la Constitution. Et le président de la République n'a donc aucune responsabilité au sein des partis politiques. Mais le président de la République est aussi initiateur d'une grande plateforme, qui est initiateur d'un parti politique que le PPRD. Il peut être au courant des activités de ce parti, mais il ne gère pas au quotidien. Et il n'est pas responsable des actes posés par ce parti. Il est donc au-dessus de la mêlée. Vous avez suivi Gabriel Chitea par rapport à la date du 19 décembre. C'est une date qui crée la psychose. On se demande qu'est-ce qui va se passer. Il y en a qui disent déjà qu'après le 19 décembre, toutes les institutions seront illégitimes, peut-être légales, mais illégitimes, du président de la République je ne sais pas, au huissier, permettez l'expression, tout le monde sera illégitime parce qu'il n'y a pas eu d'élection et tout ça. Alors, Yannick Chisola, le 19 décembre, selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un matin, un soir et c'est fini, ou tout le monde tombe dans le 19 décembre, déjà, nous sommes en train de préparer les nativités. Les enfants seront en vacances et moi, ça me permettrait le temps de faire un peu de shopping avec les enfants pour préparer la fête en tant que chrétien. Vous croyez que ça va se passer dans le calme? En tant que chrétien, nous préparons cette fête de Noël et nous sommes en tout cas spirituellement très engagés pour que cette fête se passe sans casse parce qu'il faudrait quand même respecter la date de la nativité. Mais je voudrais parler, vous avez dit le concept légitimité. C'est un concept juridique. C'est quoi la légitimité? En fait, les gens pensent que la légitimité, c'est le fait de se faire applaudir. Se faire applaudir dans un stade ou dans un marché ou sur une avenue, et c'est ça être légitime. Non. Si c'était ça la légitimité, Ibenge serait le président de la République. Parce qu'il est adulé. Hier, j'ai vu comment des jeunes couraient à travers l'avenue Sendé pour acclamer l'équipe nationale Ibenge et tout ça. Je ne vois pas un seul Congolais qui a été applaudi, bien sûr, à part le président de la République et quelques leaders politiques. En tout cas, il est parmi les rares, il est parmi les personnalités congolaises les plus aimées des Congolais, Ibenge. Je veux citer les musiciens, Werrason, JB, tout ça. C'est pas ça la légitimité. En fait, la légitimité, c'est un concept qui dérive de la légalité. C'est la loi qui fixe la légitimité. C'est la loi qui dit qui est légitime et qui n'est pas légitime. Vous pouvez beau être applaudi dans un stade de football. La loi est claire, vous avez cité cette loi, la loi est claire. Les élections n'ont pas eu lieu, Yannick Chisola, et tout ça, donc c'est clair, donc ils sont légitimes. Laissez-moi vous poursuivre mon raisonnement. Vous pouvez être applaudi, comme vous en tant que journaliste professionnel, vous êtes applaudi dans les réseaux sociaux. Mais la légitimité, pour que vous soyez légitime, vous soyez une autorité légitime, il faudrait que cela passe par les jeunes. C'est ce que dit la Constitution. Mais c'est ça, il n'y a pas eu des élections dans les dates prévues, dans les dates prévues par cette Constitution. Donc, cette légalité, comme vous avez dit, la légitimité va de pair avec la légalité. C'est tout à fait normal qu'après le 19 décembre, on tombe dans l'illégitimité. On ne tombe pas dans l'illégitimité parce que après le 20 décembre, il n'y aura pas de président élu. Et donc, mais c'est ça, c'est encore pire, il n'y aura pas de président élu. Écoutez, laissez-moi poursuivre mon raisonnement. Comme il n'y aura pas de président élu, or nous avons déjà un président qui est élu, il n'y a aucune autre personnalité qui peut se prétendre d'avoir la légitimité parce qu'il n'est pas passé par les élections. Le seul mode qui
qui donne la légitimité dans notre pays, ce sont les élections. C'est ce que nous avons aboli à Sun City en mettant un nouvel ordre politique qui est basé sur la loi. C'est la loi qui fixe la légitimité. Et donc, après le 20 décembre... Il y a un temps prévu pour organiser ces élections. Ce temps-là n'a pas été respecté. C'est vrai que le dialogue a trouvé un consensus pour qu'on s'en sorte. Mais c'est quand même clair, il y a un temps prévu par la Constitution pour que c'était ces élections. Sinon, ce sera la jungle. Tout le monde peut tenir ces élections après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans. La Constitution a été claire. Il a donné les dates. Oui, là, je crois que je voulais vous expliciter un peu par rapport à la légitimité. Mais quand on respecte là, ça... parler par rapport à la date, je veux aller de la légitimité aux dates. Aux dates. Je veux terminer par rapport à la légitimité. Donc je dis, après le 20 décembre, il n'y a aucun politique, aucun homme politique qui peut dire que lui possède la légitimité du peuple. Parce que cette légitimité, elle découle des urnes. Rien que des urnes. Et non pas de l'affluence des personnes dans un stade ou de l'affluence des personnes dans des urnes. Ni de l'accord, ni de l'accord politique. Pas du tout. La légitimité découle des urnes. Pas d'un accord. Des urnes, parce que c'est ce que dit la loi. En répondant à la question. Pas d'un accord politique. Cette légitimité ne découle même pas d'un accord politique. Même pas d'un accord politique. Okay. Parce que la loi est très claire. La loi est très claire en ces articles. 70 alinéa 2, la loi dit que le président de la République reste en fonction, à la fin de son mandat, il reste en fonction jusqu'à l'installation effective d'un président élu. Et donc, après le 20 décembre, tant qu'on n'aura pas un président élu, le président actuel reste légitime de par la loi. C'est ça la légitimité. C'est ça le concept de légitimité qui est par moments galvaudé par des praticiens de droit de mauvaises intentions, de mauvaise foi. Et puis, vous avez parlé des dates. Mais les dates, madame, ce sont des dates qui sont des dates repères par rapport à l'organisation des élections. Mais nous savons, c'est un principe de droit. Je vous parle des principes de droit. À l'impossible, nul n'est tenu. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui placés dans une situation d'impossibilité d'organiser des élections dans le délai. Voilà pourquoi la classe politique s'est convenue de pouvoir trouver une date qui pourrait être consensuelle afin d'organiser l'élection. Ça n'a rien à voir avec la légitimité. C'est vrai que c'est vrai qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Nous sommes, vous l'avez dit, dans l'incapacité d'organiser ces élections selon le timing prévu, mais la question aussi que se pose cette population qui a rendu cette situation impossible, mais c'est déjà un autre débat. Mais nous allons continuer pour gagner le temps, nous allons revenir. Nous allons passer d'ailleurs par la formation du gouvernement, comme vous le savez. Les voix s'étaient élevées à un moment pour dire que nous participons à ce dialogue, pas pour prendre des postes, pas pour nous partager les gâteaux. Et ben, le mythe est encore là. La réalité a rattrapé les Congolais. Il y aura bel et bien un gouvernement après cet accord, après ce dialogue. Alors, les réactions fusent. Toujours par rapport à la formation de ce gouvernement, les réactions par rapport à la formation de ce gouvernement, le point de presse du co-modérateur par rapport toujours à ce gouvernement d'union nationale, la date de la proclamation de ce gouvernement, ça pose problème puisque normalement, selon l'accord, cela devait être connu 21 jours après la signature de l'accord, mais jusque-là, on attend toujours. Et la déclaration du Front National par rapport au profil du Premier ministre qui tiendra de main de maître ce gouvernement qui doit normalement organiser les prochaines élections. Plus de détails dans cet élément. Ça c'est votre interprétation. Ça c'est votre interprétation. Je suis venu ici pas pour ouvrir un débat avec vous. Un Alexis Tambwe Mwamba qui a du mal à cacher sa frustration. L'homme vient d'être interrompu par quelques participants au dialogue, furieux de n'avoir pas vu le gouvernement d'union nationale être connu dans le délai de l'accord. Mais le co-modérateur de ces assises pour le compte de la majorité sait bien se défendre. Je vous signale que le délai de 21 jours commence à courir à partir du 24 et il sera respecté. C'est cet entendement qui a été fait. Le facilitateur lui-même a eu cet entendement et un communiqué avait été publié à l'issue de la rencontre que nous avons eue avec le président de la République. Le même justificatif sera brandi par Vital Kamere, lui aussi co-modérateur, mais pour le compte de l'opposition.
Le président national de l'UNC, pressenti par certains comme potentiel prochain Premier ministre, ajoute un autre justificatif, le besoin de l'inclusivité étant recherché. L'application de l'accord a déjà commencé, puisque le président de la République a chargé la CENCO de faire des missions de beaux offices auprès de nos frères et sœurs de rassemblement de l'opposition politique qui n'ont pas pris part aux travaux du dialogue. Je voudrais vous exhorter, nous exhorter, d'éviter les vieux démons des débats sur les choses périphériques. On va discuter sur 6 jours pour un pays qui risque d'entrer dans le chaos et qui va nous entraîner dans des années de guerre inutiles. Les dates contenues dans l'accord semblent devenir des éléments périphériques de moindre importance, de quoi inquiéter certains sceptiques. Pourtant, les garanties demeurent, la volonté, la détermination et l'engagement du chef de l'État de respecter cet accord dans sa globalité. Dire que c'est le 24 que le président est entré en possession, ce n'est pas ça qui est dit dans les dispositions du dialogue. C'est pour cela qu'il y a eu la réaction dans la salle et je demande à toute la presse de ne pas effacer cette réaction. Cela va de notre histoire. Et nous trouvons que par rapport à ce retard, comme le départ est déjà mal indiqué, nous avons peur que la suite peut être aussi biaisée. C'est pour cela que nous avons réagi et nous demandons à ce que le président de la République puisse respecter l'accord tel qu'il a été conclu. Moi je crois qu'il y a plus de peur que de mal. Hein? Les juristes vous le diront qu'en droit il y a 2 étapes. L'étape de décision et l'étape de la notification. Moi je crois qu'il faut qu'on comprenne que le président de la République a accepté de respecter et d'appliquer l'accord. Moi je crois que c'est ça l'essentiel. Moi personnellement ça ne me gêne en rien de la manière que la personne qui va appliquer cet accord a donné acte qu'il appliquera de manière stricte. Et puis, on ne se bat pas pour une année, on ne se bat pas pour 2 mois, on ne se bat pas pour 3 semaines, on se bat pour 6 jours. Et il faut que le pays brûle pour 6 jours. Moi, je ne crois pas. Le Front National a décidé de faire la restitution des travaux du dialogue national inclusif, travaux dans lesquels le Front National a pris une part active. Nous nous sommes mis d'accord, et c'était un débat très houleux, que le Premier ministre, cette fois-ci, qui doit conduire la République démocratique vers des élections démocratiques crédibles et apaisées, soit un Premier ministre issu de l'opposition, pour avoir la garantie que les élections se tiendront bien en 2018. Vital Kamerhe, c'est le premier d'entre nous. Devant les intérêts supérieurs de la nation, il n'a transigé ni devant les insultes, ni devant les colibés, ni devant les menaces de tout genre, démontrant l'homme d'État, le meilleur parmi nous. Il fut meilleur, rappelez-vous, avec Laurent Désiré Kabila. Il fut excellent, il faut le dire, à côté de Joseph Kabila, Vital Kamerhe. Il fut le meilleur président de l'Assemblée nationale de notre pays depuis l'accession de notre pays à l'indépendance jusqu'à ce jour. Le Front National a jeté son dévolu sur lui. Le Front National pense que Vital Kamerhe a le meilleur profil pour être ce Premier ministre devant conduire la transition pour aboutir aux élections démocratiques crédibles et apaisées en RDC. Yannick Tshissola, vous avez suivi le ministre Tambo Mamba a dit, ce n'est pas l'entendement, c'est pas son entendement. Et moi, je vous repose la question, quel est l'entendement de Yannick Tshissola par rapport à ces dates-là? Le gouvernement, normalement, devait sortir 21 jours après la signature de l'accord. Comment vous comprenez ce retard? À quoi est dû ce retard? Non, vous savez, madame, il ne faudrait pas donner l'impression à la population que l'accord était... en fait, c'est un groupe de copains qui se ont fait un petit coup et qui veulent se partager le butin. Mais c'est ça l'impression que ça donne. Exactement ce que vous avez dit. Non, je dis. C'est exactement l'impression que ça donne. S'il vous plaît, madame. 300 personnes se sont mises ensemble pour se partager. Le plus important, c'est le degré d'inclusivité de cet accord.
C'est ça qui est le plus important. C'est la concorde nationale, c'est la cohésion nationale. Et je rejoins pour vous, ce dialogue a été inclusif, vraiment, sans le rassemblement, sans les autres, ça a été vraiment inclusif. Et pourquoi ce dialogue a été inclusif parce que des invitations ont été lancées vers tous ces mondes que vous citez et qui ont refusé. Aujourd'hui, certains sont en train de se désolidariser, en train de revenir, en train de signer. Nous pensons qu'il faudrait que les autres qui sont en train, qui hésitent, puissent rejoindre le dialogue. Parce qu'il ne faudrait pas que l'on croie que puisque si le rassemblement, ou le G7, ou le AR, ou la dynamique signe l'accord sera inclusif. Non. Moi, je suis un ancien du ministère de l'Intérieur. En quittant le ministère de l'Intérieur, nous étions à 600 partis politiques. Aujourd'hui, nous sommes à 600 partis politiques. Ne pensez pas que tous ces partis politiques sont dans le rassemblement ou dans l'AR ou la dynamique. Même si aujourd'hui, c'est ce qui est signe, l'accord ne sera pas inclusif. Parce qu'il y aura toujours des membres, il y aura toujours des partis. L'inclusivité, c'est par rapport au poids politique de la personne ou c'est par rapport au nombre? L'inclusivité, c'est par rapport au courant. C'est-à-dire, il y a l'opposition, la majorité, il y a la société civile. Et moi, je dis que si des gens ne signent pas cet accord, ça revient à un principe de droit qui dit l'exception confirme la règle. La règle, c'est que ce dialogue était inclusif parce que ce dialogue a regroupé les membres de l'opposition, les membres de la majorité et aussi de la société civile. Ceux qui ne vont pas signer, tout à fait normal, c'est ça l'exception. Et voilà pourquoi je dis, l'exception va confirmer la règle. Et donc ce dialogue est inclusif. Mais je voudrais quand même revenir à ce que vous avez dit avant qu'on passe à ce reportage en ce qui concerne la responsabilité du fait de la note des élections. Mais je voudrais vous dire que nous sommes dans une période où nous devons privilégier la réconciliation, mais il faudrait quand même que le peuple congolais sache que si nous ne sommes pas allés aux élections, c'est parce que l'opposition a rejeté les calendriers électoraux. Aujourd'hui, nous ne sommes pas aux élections. Chacun se jette la pierre. L'opposition dira que c'est la majorité. Madame, vous êtes journaliste d'investigation, vous êtes professionnel, vous exercez ce métier pendant plusieurs années. Vous savez que l'opposition a rejeté le calendrier électoraux. L'opposition est allée même plus loin. L'opposition est allée plus loin en récusant même le bureau de la CENI, en la traitant de partisane. Pas plus tard que le mois d'octobre, le 4 octobre 2016, vous avez suivi le communiqué du conclave, le rapport final du conclave, où elle traitait la CENI de partisane. Comment allions-nous aller aux élections avec un bureau de la CENI qui est contesté par l'opposition? Ces élections allaient nous aboutir, mais la CENI est indépendante. Est-ce que les propos de l'opposition peuvent empêcher la CENI de fonctionner? Franchement, cela va nous ramener dans le cycle de la violence, madame. Vous voyez ce qui se passe en Afrique. Vous voyez ce qui s'est passé en 2006, en 2011. Nous avons assisté à des scènes de violence justement parce que nous avions en face de nous une opposition qui d'abord commençait par récuser l'arbitre qui est la CENI. Voilà pourquoi il était important que nous allions au dialogue. Le président de la République a convoqué ce dialogue sur demande pressante de l'opposition. Il faut toujours qu'on le souligne. Ce n'est pas une initiative du président de la République pour se conserver au pouvoir. Le président de la République a répondu à l'opposition comme le chef de l'État, chef de tous les Congolais. Et donc aujourd'hui, c'est cette opposition qui est mise qui est mise face à sa responsabilité, de pouvoir nous engager dans la voie de la confrontation, où on ne sait pas comment ça va commencer et comment ça va se terminer, où on ne sait pas qui va gagner, où aller, ou encore qu'on aille dans la voie de la paix. Je salue les compatriotes de l'opposition qui ont compris cela avant, Vital Kamerhe et les autres. Mais je voudrais aussi pouvoir lancer un appel de cœur à ceux qui ont hésité, à ceux qui continuent à hésiter. C'est que des millions de Congolais comptent prennent, ou comment je veux dire, placent leur foi à ce que nous puissions nous entendre. Parce que eux, ils veulent autre chose que nous. Ils veulent aller à l'école, ils veulent poursuivre leurs études à l'université, ils veulent se faire soigner dans la paix et dans la quiétude. Et donc, nous avons pleurer des morts dans ce pays, nous n'avons plus de larmes pour pleurer d'autres morts. Par rapport au profil du Premier ministre, Yannick Tshisola, c'est vrai, ce n'est plus un secret. En tout cas, le nom qui circule, le préposé, c'est Vital Kamerhe. Pour vous, Vital Kamerhe, ce sera vraiment le rassembleur, c'est lui qui pourra mener à bien cette transition pour qu'on ait des élections apaisées d'ici 2018. Madame, en 2011, j'avais l'âge de voter. Et j'ai mis mon urne, ce n'est pas un secret de Polichinelle, j'ai voté pour quelqu'un. Et cette personne, c'est Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila qui est le président de la République. Et la Constitution dit en son article 78 que le Premier ministre est nommé
et révoqué le cas échéant par le président de la République. C'est donc au président de la République de pouvoir choisir son collaborateur, de pouvoir choisir le premier ministre. C'est vrai que c'est un domaine de compétence. Vous ne voulez pas répondre à une question claire. Je n'ai pas parlé du président de la République, je parle du Premier ministre. Le profil, si ce n'est pas Vital Kamerhe, sautons, prenons le profil, que ce soit impersonnel. Pour vous, ce Premier ministre, quels sont les critères pour vous? Vous êtes une élite, vous devez réfléchir. C'est vrai que c'est au président de la République de choisir, mais cela ne vous empêche pas de réfléchir. Alors, quels sont les critères pour vous? Je suis républicain, je suis légaliste. Quels sont les critères pour vous? Je suis légaliste. Je dis que c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, mais par rapport aux compétences, d'abord, ce Premier ministre ne viendra pas avec un bâton magique. Il y a eu des réformes qui ont été amorcées par Gizenga, par Adolphe Muzito, par Matata Ponyo. Donc la continuité de l'État? Il y a la continuité de l'État. Donc ce Premier ministre ne viendra pas avec un bâton magique pour transformer ce pays directement. Non, il viendra poursuivre les réformes qui ont été déjà engrangées par les différents premiers ministres depuis 2011. Donc, il viendra... Mais il aura une mission quand même, une mission assez spécifique, on le veuille ou pas, c'est la tenue des élections en 2018. Parce qu'en 2017, c'est assez probable, mais admettons en 2018, ce sera vraiment sa première priorité, c'est la tenue des élections. Oui, c'est la tenue des élections, mais avant qu'il y ait tenue des élections, c'est aussi la sécurisation des élections. Et c'est aussi la conscientisation de la classe politique. Parce que, vous savez, madame, les élections ne sont pas une finalité en soi. Je voudrais vous ramener dans l'histoire. En 1959, les Belges ont organisé des élections dans ce pays. Mais après ces élections, vous savez ce qui est arrivé? Il y a eu un coup d'État. Et donc, on peut aujourd'hui organiser des élections, de très bonnes élections. En 1959, comme je vous le dis, ce ne sont pas les Congolais qui ont organisé, les Belges. Puisque souvent on dit que les Belges ou les puissances occidentales sont les plus sérieux par rapport à nous. Ce sont eux qui ont organisé. Mais cela n'a pas épargné à Mobutu et à son groupe de copains de pouvoir faire un coup d'État. En 1964, Moïse Tshombe a organisé des élections dans ce pays. Il les a gagnées. Mais cela n'a pas empêché à Mobutu et à ses copains de faire un coup d'État. Donc je voudrais dire que les élections ne sont pas une finalité. Tant que la classe politique n'a pas encore intériorisé que le pays, que l'avenir de nos enfants, l'avenir des enfants de nos enfants importe plus que notre ego personnel. Tant que les politiciens n'intériorisent pas cela, on organisera des élections comme on veut et on retournera encore 30 ans, 50 ans arrière parce que ces élections nous amèneront au chaos. En 2006, il y a eu une élection. Il y a eu un président qui a gagné. Mais vous avez vu ce qui s'est passé dans les rues de la Gombe. Il y a des militaires, des milices qui sont sortis pour aller tuer le président élu. En 2011, il y a eu des élections dans ce pays. Et vous savez ce qui s'est passé après? Après la prestation du serment du président élu, un autre candidat a prêté serment dans son salon avec ses enfants. Et donc c'est ces scènes que nous ne voulons pas. Parce que ces scènes nous donnent la honte. Quand nous voyageons dans le monde, nous avons honte par moment. Des questions que nous posent des amis, des gens ou des frères d'Afrique ou du monde. Nous devons redorer l'image de ce pays. Et ça ne sert à rien dans nos élections tant que la classe politique n'a pas encore intériorisé que c'est un jeu électoral. Voilà. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, l'adhésion par rapport à l'accord. Comme vous le savez, Yannick Tshisola l'a d'ailleurs élevé, il y a déjà des personnalités qui adhèrent à ce dialogue. Donc, ce condensé est consacré à l'adhésion de quelques membres, quelques personnalités à cet accord. Et évidemment, la traduction de cet accord en langue nationale. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo a 4 langues nationales et ce sera peut-être une bonne chose que la base, la population vraiment comprenne de fond en comble ces accords. Alors, suivons ce condensé. D'entrée des Jeux, Jeff Pambi, secrétaire général et coordonnateur ad intérim de la diaspora congolaise fédérée, donne les motivations mais également les raisons de cette adhésion. Très bien qu'à l'heure qu'il est, il y a un climat pas apaisé entre les Congolais de l'étranger et les institutions de la place. Et la DCFC, la diaspora congolaise fédérée que nous sommes, nous œuvrons dans le sens du plaidoyer pour la paix entre le Congo de l'extérieur et le Congo de l'intérieur. La diaspora congolaise n'est pas arrêtée là. Elle a posé quelques préalables par écrit tout en transmettant l'acquis de droit à la facilitation au comité de suivi, mais surtout au président de la République des déshydratats des Congolais de l'étranger. Qu'il soit compris dans cet accord des points
points spécifiques parlant de la problématique diaspora. Et entre autres, le problème qui nous divise entre le Congo de l'étranger et le Congo de l'intérieur. La problématique de double nationalité était aussi au rendez-vous. Nous en appelons aux législateurs de pouvoir élargir le moratoire qui a été voté au Parlement, qui a permis aux députés actuellement détenant 2 passeports d'être élus. Et ce moratoire, nous pensons, doit s'élargir à d'autres Congolais ayant acquis une autre nationalité au même titre que eux. La diaspora congolaise fédérée a pour ce faire lancé un appel à toutes les personnes de bonne volonté en vue de tout mettre en œuvre pour que règne la paix entre les Congolais de l'intérieur et de l'extérieur. Le même appel est aussi lancé au président de la CENI afin d'œuvrer avec la DCF, elle qui constitue l'interface entre les Congolais de l'étranger et la mère patrie, a-t-elle renchéri. Accord politique du dialogue national inclusif traduit en 4 langues nationales. Il fallait le faire et le courant nationaliste y a tenu pour une appropriation de tous les Congolais, toutes catégories confondues, de cet accord. Hormis les versions en Chiluba, Swahili et Kikongo envoyées à l'intérieur du pays, la version en Lingala de cet accord a été expliqué aux Kinois, du moins ceux de la commune de Ngaba. Le porte-parole de l'opposition nationaliste a partagé avec sa base autour des axes principaux de cet accord. Cela y va de la problématique de la tenue des élections, surtout présidentielles, et de l'effectivité de l'alternance au sommet de l'État. À travers ces face-à-face, Ngaba, opposition nationaliste, la lumière a jailli sur les habitants de cette partie de la ville. Toutes les zones d'ombre ont été éclairés par Steve Mbikaï qui a obtenu leur adhésion au chemin tracé par l'accord politique issu du dialogue national inclusif. Aux uns et aux autres, le président national du Parti travailliste a appelé à l'abandon total du schéma de la violence qui, selon Steve Mbikaï, a déjà prouvé ses limites. Il a pour ce faire convié la population à la lecture de l'accord traduit en Lingala, un devoir à domicile de la nouvelle classe politique et sociale aux habitants de Ngaba. Notons que la campagne de sensibilisation et vulgarisation de l'accord issu des assises de la Cité de l'Union africaine, lancée dernièrement à la commune de Kinshasa, va couvrir toutes les 24 communes de la ville. Massina sera la prochaine étape. Yannick Tshisola, vous avez fait un pas en arrière, un feedback. C'est toujours important de faire un feedback pour comprendre un peu l'évolution des choses. Une certaine opinion pense exactement que l'histoire est en train de se répéter actuellement parce que Mobutu a fait la même chose. Il a joué sur l'usure. Il a fait 7 ans de transition de 90 à 97 et c'est un mouvement armé qui l'a fait partir. Est-ce que selon vous, froidement, Yannick Tshisola, est-ce que le président Kabila n'est-il pas aussi en train de jouer à l'usure, de piquer les opposants, diviser l'opposition aujourd'hui? Il l'a fait avec les négociations lors des concertations nationales. Le MLC est parti, le MLC est divisé. Aujourd'hui, avec le dialogue, il y aura des divisions au sein de l'opposition. Est-ce que ce n'est pas une tactique du président de la République de jouer à l'usure? Non, madame. Le président de la République est respectueux de la Constitution. Et comme je vous ai dit, lorsque le président a convoqué le dialogue, il l'a fait sur demande de l'opposition. C'est l'opposition qui a demandé ce dialogue, madame. Vous êtes journaliste professionnel. Vous êtes parmi les journalistes les plus réputés dans la rigueur. Vous savez c'est pour ça répondre à ma question. L'histoire n'est-elle pas en train de se répéter? Le président de la République, pas du tout. Le président de la République n'a fait que répondre à la demande de l'opposition. Monsieur Kamere et d'autres partis avaient créé ce qu'ils ont appelé la coalition pour le vrai dialogue. Le président, le monsieur Tshisekedi de Belgique fait des déclarations pour demander à ce qu'il y ait dialogue. Vous voulez que le président de la République, en tant que responsable, bon père de famille, refuse des Congolais qui veulent dialoguer? Non, le président a initié ce dialogue pour répondre
à la demande de l'opposition pour permettre à ce que les Congolais puissent trouver des solutions. Vous parlez de débauchage. Madame, il ne s'agit pas de débauchage. Il s'agit d'options. Ces personnalités qui ont choisi. Ils ont choisi librement. Ils ont choisi librement de travailler avec le chef de l'État, comme l'avait choisi à l'époque Jean-Pierre Mbemba, Robert et autres présidents de la République pour l'intérêt de la paix. Les concertations nationales, c'était une démarche citoyenne pour faire face au M23 qui sévissait à l'est du pays. Vous savez que lorsque le M23 a commencé son aventure, il y a eu des députés nationaux, s'il vous plaît. Députés nationaux qui ont le mandat du peuple, qui ont abandonné ce mandat pour aller rejoindre la rébellion. Est-ce que vous pensez que le président de la République, en tant que garant de la nation, pouvait laisser faire ces choses? Le président de la République a fait un appel à la nation pour un rassemblement autour de lui afin de pouvoir bouter hors du territoire l'ennemi. Et c'est ce qui a été fait. Nous avons vu des patriotes qui ont dit, pour l'intérêt du pays, nous allons aller travailler le chef pour le buter du territoire de l'ennemi. Et cela a été fait. Aujourd'hui, quel est le résultat? Le résultat, c'est que nous avons assisté à une cohésion nationale qui a fait que nous n'avons pas le M23. Peut-être que vous êtes accusé de ça. Le M23 existe, peut-être que vous jouez. Le M23 a été dissolu. Leur place, le M23 a été transformé en parti politique. Et ils réclament leur place au sein du gouvernement. Peut-être que vous n'avez pas visité le front de l'Est. Moi, j'ai eu la chance d'être au front de l'Est. Et le matériel qu'avaient ces gens, que l'armement qu'avait ce M23, je pense que ce n'était l'intelligence, la haute intelligence du chef de l'État en matière diplomatique, politique et militaire. Madame, nous serons encore en guerre jusqu'à présent. Ces gens allaient le tenir pendant 10 ans ici et nous allions peut-être perdre ce Congo dans ses frontières. Revenons dans l'histoire des dialogues depuis 60, depuis l'accession à notre pays à l'indépendance et depuis 90 d'ailleurs, parce que de 65 à 90 c'était le monopartisme, la dictature et tout, il n'y avait pas de dialogue. Mais après 90, on a eu des concertations, des dialogues, conclave 1, palais de marbre 1, 2, tout ça, Sun City, maintenant revenons, concertation. Est-ce que le Congo évoluera toujours comme ça? Parce qu'on a des textes. On a cru, Yannick Tissola, qu'en 2001, quand on a signé le DIC, que c'était fini, que cette fois-ci vraiment les Congolais se sont mis d'accord. On a pondu, permettez l'expression, une constitution qu'on devait respecter, plus jamais la guerre. On accédera au pouvoir par les urnes, tout a été fait. Et aujourd'hui, on a l'impression, vous allez peut-être me dire non, que cette constitution est bafouée, qu'on ne la respecte pas, qu'on ne tient plus compte de cette constitution qui a fait verser des larmes, de la sueur et du sang dans ce pays. Est-ce qu'à chaque fois qu'on ne respectera pas le texte, un groupe de Congolais se mettra à part, discutera et on reculera 50 ans en arrière? Parce qu'on a l'impression Madame, le dialogue est une vertu en politique. Vous avez vu en France... Mais le respect des textes aussi. Oui, madame. Oui, madame. Vous avez vu en France, lorsque il y a eu des scènes de terrorisme, vous avez vu des attentats terroristes en France, vous avez vu le président de la République parler, consulter, dialoguer avec le chef de l'opposition qui est Nicolas Sarkozy. Vous avez vu ça, madame? Ça, c'est un cas extrême. C'est pas tout le monde. Madame, s'il vous plaît. Le dialogue est très important en politique. C'est une vertu. Des Congolais, des frères, des sœurs ne peuvent pas s'empêcher de dialoguer. Nous sommes des pères de famille. À tout moment, on doit dialoguer. La Constitution... Vous avez parlé du dialogue, mais après le dialogue de Hollande, il n'y a pas un gouvernement après. Hein? Non, madame. Pourquoi chez vous, chaque fois qu'il y a dialogue... Non, mais faisons des comparaisons. Parce que vous avez cité la France. Vous avez dit que quand il y a, par exemple, attentat à Paris, ailleurs, il réunit tout le monde. Et ils parlent, et ils trouvent des pistes de solutions, mais il n'y a pas un nouveau gouvernement, il n'y a pas un gouvernement d'union nationale, il n'y a pas à chaque fois un chamboulement. Mais chez nous, on le sait, c'est presque devenu une habitude. Après concertation, après dialogue, gouvernement. Madame, si vous me donnez un peu de temps, je vais poursuivre le raisonnement. Je veux dire que ce dialogue, et même l'accord inclusif, cet accord a été signé sous le respect de la Constitution. Les participants au dialogue ne se sont pas réunis pour instituer ou instaurer un nouvel ordre politique. Non, nous sommes encore dans le régime, nous sommes encore dans la Troisième République. L'accord global inclusif n'est pas un préambule à un nouvel ordre politique, madame. Nous sommes encore dans l'accord global inclusif. Et quand vous lisez même le préambule de l'accord, ils disent sous réserve, sous respect de la Constitution. Vous voulez nous dire quel est l'article qui a été violé?
Aucun article n'a été violé. Aucun article n'a été violé. C'est seulement une classe politique ainsi que la société civile qui se sont regroupés pour pouvoir trouver un consensus. Parce qu'on n'arrivait pas à trouver un consensus par rapport au processus électoral. C'est par rapport à ça que nous sommes réunis. Ce n'est pas par rapport à la Constitution. Ce n'est pas par rapport au mandat. C'est par rapport au processus électoral. C'est par rapport aux élections. Ces élections qui nous posent problème parce que nous ne nous sommes pas entendus par rapport au calendrier électoral, nous ne sommes pas entendus par rapport au bureau de la CENI, nous ne sommes pas entendus par rapport à la sécurisation, par rapport au budget de la CENI, parce qu'aujourd'hui, la CENI nous demande 1,2 milliard, alors que nous sommes dans un contexte de crise mondiale où notre budget est rabattu à 4 milliards, et donc on ne peut pas aujourd'hui débourser 1 milliard de dollars pour juste les élections. Nous avons d'autres impératifs, d'autres impératifs de développement, et donc nous avons, le chef de l'État a été démocrate en convoquant justement cette classe politique pour écouter. Quand vous avez un chef qui écoute, vous dites que c'est la dictature. Quand vous avez un chef qui peut écouter vos conseils, vos recommandations, vos suggestions, vous pensez que c'est ça la dictature, c'est ça, c'est arrivé au pouvoir? Non, ça s'appelle de la sagesse. Le chef de l'État était sage. Voilà pourquoi lorsqu'il a pris le pouvoir en 2001, alors que les gens pensaient qu'il allait faire la guerre parce qu'il venait de l'armée, le chef de l'État a appelé les gens à la réconciliation. La vieille garde de Mouzé avait cru qu'il avait trahi. Mais aujourd'hui, ils sont tous en train de dire que c'était un génie. Je vais vous dire, madame, aujourd'hui, nous allons le condamner pour avoir fait ça. Mais si pas nous, nos enfants, ou les enfants de nos enfants, témoigneront que Kabila a été sage d'avoir convoqué cette classe politique. Voilà. Le nœud du problème d'ailleurs par rapport à cet accord, c'est le probable troisième mandat du chef de l'État. C'est vrai, on n'a pas tourné autour du pot. C'est l'après-présidence de M. Kabila. Oui ou non? Parce que on ne vit pas dans un monde clos. La RDC vit en Afrique. Beaucoup de présidents africains ont modifié leur constitution pour briguer ce fameux troisième mandat. C'est peut-être ça le nœud du problème. Peut-être que les gens ont peur de le dire. Peut-être d'autres journalistes n'osent pas le dire. Mais moi, j'ose quand même parce que c'est un problème national. Êtes-vous sûr aujourd'hui que le président Kabila ne briguera pas un troisième mandat ou ne modifiera-t-il pas ou ne sera-t-il pas tenté de modifier cette constitution comme ont fait ses pairs pour briguer ce fameux troisième mandat? Madame, d'abord, je vais vous dire que dans le cadre de cette constitution, il n'est pas prévu un troisième mandat. Dans le cadre de cette constitution, il est clair à l'article 70 que le président brigue que 2 mandats. Mais le peuple a fait une demande. Ça, je veux aussi vous le dire avec tout mon cœur, et je vous le dis sincèrement. Le peuple a fait une demande en disant on est là. Mais le président a dit qu'il est démocrate. Vous avez suivi ses adresses à Kalemi. Il a dit, je suis démocrate, il faut qu'on aille aux élections. Et donc, ce n'est pas une question à poser à Joseph Kabila. C'est une question à poser au peuple congolais. Si le peuple congolais aujourd'hui se décide de pouvoir donner un nouveau mandat, pas un troisième, mais un nouveau mandat au président Kabila, le peuple est souverain. C'est ce que dit l'article 5 de la Constitution. L'article 5 dit que la souveraineté appartient au peuple congolais. C'est le peuple qui décide, et non à une frange de la population. Ça n'appartient pas à des habitants de chez moi à Sandoa qui se réveillent le matin qui disent Yannick devient soit président. Non. Pour que Yannick soit président de la République, il faudrait que tous les Congolais, alors tous les Congolais de la République démocratique du Congo puissent lui porter ses voix. Donc pour l'instant, pour l'instant, nous ne sommes pas encore là. Pour l'instant, ce que nous savons, le chef de l'État s'est adressé à la majorité présidentielle plusieurs fois. Il a dit ceci: je ne vous amènerai pas à un suicide collectif, mais je veux vous accompagner à des victoires à tous les niveaux. Et nous, en tant que jeunes, nous souhaitons que ça commence par les élections municipales, les élections locales, pour permettre de responsabiliser les jeunes à la base. C'est ça qui est le plus important. Qu'est-ce qu'on a à voir avec les députés nationaux? Certains ne viennent même pas de nos communes. Mais le bourgmestre, nous avons besoin de lui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons eu une grosse pluie, une pluie diluvienne. Nous avons des terrassiers qui ont été bouchés. Et ça, ce n'est pas la responsabilité du président de la République. Nous poursuivons d'ailleurs, mesdames et messieurs, par rapport à l'interdiction des manifestations dans la ville province de Kinshasa. Notre rédaction a réfléchi à haute voix comme à l'accoutumée par rapport à des décisions politiques. Il a donné, notre rédaction a réfléchi par rapport à cette interdiction. Évidemment, des jeunes sont allés déposer une requête à la Cour constitutionnelle par rapport à cette interdiction. Les sujets sur toutes les lèvres. Le rassemblement n'a pas pu tenir son meeting. Du coup, une question se pose de manière interminable. Pourquoi a-t-on interdit
les manifestations publiques. À cette question, le gouvernement provincial de Kinshasa avait déjà répondu. Les manifestations ont été interdites pour raison de sécurité. Les tristes événements du 19 et 20 septembre dernier ont découragé l'autorité urbaine à autoriser une manifestation de plus. Les raisons avancées par le gouvernement provincial de la capitale sont-elles valables? Pour répondre à cette question, il faut analyser objectivement la situation politique de l'heure. Tenez, la majorité et l'opposition sont engagés dans une bataille pour ou contre l'alternance au pouvoir, ou encore pour ou contre le dépassement du délai du 19 décembre 2016 sans un nouveau président élu. Cette bataille politique semble faire perdre la raison à un bloc politique, au point qu'il fait fi de toute rationalité dans la lecture de la situation du pays. Conserver ou conquérir le pouvoir est une chose, mais préserver et protéger les vies humaines en est une autre. Il est évident que la majorité et l'opposition ont des ambitions légitimes pour conserver ou conquérir les pouvoirs. Il est aussi évident que les pouvoirs publics se doivent d'assurer la protection de la vie humaine. Or, lors des événements du 19 et 20 septembre dernier, le gouverneur de la ville avait joué la carte de la démocratie, mais les pays avaient compté des morts. Les bilans étaient indéniablement lourds. Pour comprendre alors le bien fondé de l'interdiction de toute manifestation publique, il faut faire la part des choses, séparer les ambitions des conservations ou des conquêtes du pouvoir des raisons de sécurité avancées par l'autorité urbaine. En septembre dernier, la carte de la démocratie jouée par Kimbuta avait plongé les pays dans les deuils. Fallait-il faire le même jeu pour encore compter les morts plus tard? En tout cas, à notre lecture, le gouvernement Kimbuta a eu raison de jouer à la prudence. De son côté, le rassemblement a déjà fait un pas pour la paix. Dans sa feuille de route présentée à la Senko, il a adhéré à l'idée soutenue par la communauté internationale que les élections soient organisées fin 2017. L'on peut donc dire qu'à travers cette feuille de route, le rassemblement renonce à exhiber un carton rouge au chef de l'État le 19 décembre prochain. La démarche prenait du temps, mais elle est tout de même effectuée. La Cour constitutionnelle est enfin saisie par la jeunesse du rassemblement qui veut en savoir plus sur la constitutionnalité de la décision d'interdiction de manifestations publiques à Kinshasa. La jeunesse du rassemblement vient de déposer à la Cour constitutionnelle ce jour une requête en inconstitutionnalité de toutes les mesures prises par le gouvernement provincial de Kinshasa interdisant les manifestations publiques à caractère politique sur toute l'étendue de la capitale. Cette mesure a été jugée inconstitutionnelle et la jeunesse du rassemblement ne pouvait pas l'observer et par ce fait a initié une requête qui vient d'être déposée. Nous avons entre les mains les récépissés, soit l'accusé de réception, inscrit au numéro R11 363. Alors que certains opposants ont toujours accusé la Cour constitutionnelle d'être inféodée à l'exécutif, ces jeunes du rassemblement disent donner à la haute cour une opportunité d'éprouver sa crédibilité. La Cour constitutionnelle a sa crédibilité à jouer dans cette affaire. Nous ne voyons pas comment une Cour constitutionnelle peut pouvoir se départir de cette obligation de pouvoir nous dire si le gouvernement provincial de Kinshasa a droit, a qualité de pouvoir interdire notre droit à manifester. Nous attendons voir la Cour constitutionnelle sur cette question. Un paradoxe quand même dans la position de ces jeunes opposants. Ils attendent que la haute cour tranche pendant qu'ils ont eux-mêmes déjà rendu coupable le gouvernement de Kinshasa. Les libertés publiques sont garanties par la Constitution, article 26. Là, le gouverneur de la ville n'a aucune qualité pour pouvoir interdire ou annuler le droit de manifester. La requête ne vient que d'être introduite ce vendredi. La Cour constitutionnelle pourra-t-elle annuler la décision d'André Kimbuta? L'avenir nous en dira plus. Merci à toi, Ambroise Mamba. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'entendre ta voix et tes reportages, une intelligence de mon pays. Donc, Ambroise Mamba a réfléchi par rapport à cette mesure d'interdiction de manifester. Vous, Yannick Tissoula, vous avez dit que cette constitution
est encore en cours. Donc, le droit de manifester est constitutionnel, garanti par la Constitution. Alors, ces jeunes ont-ils raison, Yannick Chisola, d'aller demander à la Cour constitutionnelle si André Kimbuta avait raison d'interdire les manifestations? Ils ont exercé d'abord leurs droits. La Constitution leur garantit le droit de pouvoir saisir les institutions compétentes pour obtenir gain de cause. Ils ont saisi la Cour constitutionnelle, qui est à la Cour de pouvoir dire le droit. Moi, je ne peux pas me substituer à la Cour constitutionnelle. Mais je voudrais quand même faire une analyse, une réflexion. Je vous en prie, on est là pour ça. Par rapport à ça, je crois que le gouvernement provincial, loin d'être porte-parole du gouverneur ou de son cabinet, le gouvernement provincial a joué à la prudence. Vous savez, nous-mêmes, en tant que jeunes leaders du PPRD, nous avons adressé aussi plusieurs correspondances pendant ce temps. On vous a refusé aussi, on nous a refusé aussi de manifester. Nous avons accepté. Parce que, vous savez, les événements du 19 octobre, une manifestation pacifique qui a tourné plutôt 19 septembre, oui. Une manifestation pacifique qui a tourné à une insurrection. Je crois que pour un bon père de famille, pour une autorité qui voudrait bien garantir vous avez des éléments de preuve que c'était une insurrection, c'est trop fort. Oui, une insurrection, parce que nous avons le bilan, vous et nous sommes dans les réseaux sociaux, vous avez vu comment des commissariats ont été pillés, des armes ont été prises. Il y avait des civils qui ont pris des armes, des policiers ont été tués. Et donc cette manifestation n'avait plus rien de pacifique. La nature de la manifestation était une manifestation, c'était une insurrection. L'insurrection, c'est ça l'insurrection, c'est ça la définition de l'insurrection. Lorsqu'on s'attaque au parquet de la justice, lorsqu'on s'attaque au commissariat de police, lorsqu'on s'attaque où on voudrait bien aller brûler le palais du peuple, là, nous sommes là en face d'une insurrection. Et donc, l'autorité a joué en bon père de famille, à la prudence, pour protéger les millions de Quinois. Vous savez, madame, des fois, lorsque nous sommes dans les partis politiques, nous pensons que tout nous est permis. Mais non, tous les Congolais ne sont pas dans les partis politiques. Tous les Congolais ne font pas la politique. D'ailleurs, il y a une théorie d'un quart qui dit que c'est 25% qui fait la politique. Donc, on ne peut pas aujourd'hui commencer à perturber la quiétude, parce que nous sommes des politiciens, perturber la quiétude de la paix des Quinois, juste parce qu'on veut conquérir ou conserver le pouvoir. Nous sommes respectueux. En tout cas, nous, en tant que parti du peuple, nous avons toujours été respectueux des décisions de l'autorité de la ville, surtout que lorsqu'elle se fait, elle est rendue pour protéger la quiétude ou la paix des citoyens. Aujourd'hui, nous avons besoin de démontrer que nous sommes populaires dans cette ville, mais nous sommes contraints à faire juste des réunions dans notre siège de notre parti pour ne pas perturbé. Donc je crois qu'à un moment donné, lorsqu'on voudrait aspirer... On ne vous dérange pas quand vous êtes dans le siège de votre parti, non? Non, vous savez, nous sommes... Kyungu, on le dérange s'il fait ses réunions, même chez lui à la maison. Vous savez, madame, je voudrais, avant de revenir à Kyungu, vous savez, le 4 juin, nous avons démontré que nous avions la rue. Le 4 juin, nous avons, à l'occasion de la Journée internationale de la paix, vous aviez vu des milliers de gens, des jeunes, des milliers des membres de notre parti qui ont défilé. Les estimations vont jusqu'à 1 million, qui ont défilé dans cette ville, sans casse, et les magasins étaient ouverts, tout était ouvert, personne n'a fui, personne n'a eu peur. Et par rapport à Kyungu, vous savez, moi je connais le Lubumbashi, je sais que vous avez l'habitude de visiter le Lubumbashi. Kyungu habite dans un lieu résidentiel. Il habite au quartier Bourdois. C'est un lieu résidentiel. Et donc, ce qui se passe chez Kyungu, c'est au fait un trouble de voisinage. C'est un trouble de voisinage. Parce que les voisins se sont plaints que chaque jour, il y ait des milliers de gens qui crient, en fait, une catégorie de citoyens, parce que vous savez, des partis ont aussi pour devoir de pouvoir former l'éducation civique. Et donc, souvent, les voisins se sont plaints qu'il y ait des jeunes qui viennent... On ne dirait pas des jeunes drogués aussi, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que tous les jeunes Quinois sont des drogués. Hein. Non. D'ailleurs, un grand homme politique l'a dit, les Quinois qui ont manifesté le 19 et le 20 sont des drogués. Ce qui s'est passé à Lubumbashi, c'est seulement que les voisins ont demandé, se sont plaints à l'autorité urbaine, à l'autorité municipale, pour que cessent ces activités-là. Vous savez, lorsque votre habitation, lorsque votre domicile est résidentiel, vous n'allez pas la transformer en un siège de parti politique ou de meeting. Prendra fin quand, probablement. C'est ad vitae, on ne sait pas quand est-ce qu'on... Non, je crois que M. Kyungu
Il a eu le temps. Non, je crois... pour M. Kimbouta. Non, M. Kimbouta évalue la situation sécuritaire. Je crois qu'il évalue la situation sécuritaire. Pour l'instant, il a estimé qu'il y a eu risque de confrontation par rapport à... Parce que s'il autorisait la marche de l'opposition, il devait aussi autoriser la notre marche, donc il y avait risque de confrontation. Je pense qu'à l'avenir, il va lui-même évaluer par rapport à la paix, la paix et la tranquillité publique. Et donc, il faudrait que l'on sache que la liberté de manifestation est garantie par la Constitution à l'article 26, mais cette liberté de manifestation s'exerce dans le respect de l'ordre public et le respect de la loi. Nous sommes respectueux et nous exhortons nos amis de l'opposition à être aussi respectueux des lois et des textes réglementaires. Voilà, nous allons prendre la réaction du collectif 24 par rapport à la coupure du signal RFI. Comme vous le savez, ça fait déjà une semaine que le signal RFI n'émet plus à Kinshasa. Le gouvernement a donné ses raisons et le constat aussi de la pluie, comme vous le savez, ce dimanche il a plu énormément, ce samedi il a plu énormément et cette pluie a occasionné beaucoup de dégâts. Pourquoi à chaque fois qu'il y a de grosses pluies à Kinshasa, eh bien c'est toujours le même phénomène? Qui est responsable? Et on le sait, à Kinshasa, personne n'est responsable de rien. Et voilà, c'est encore la population qui trinque. Et nous allons avoir le point de vue de Yannick Chisola par rapport à ce sujet. Nous constatons qu'à chaque jour qui passe, l'espace démocratique au Congo ne fait que se crisper et inquiéter en même temps, parce que les libertés fondamentales sont constamment violées et rétrécies. Et fermer la RFI, voire même embrouiller la radio Okapi, c'est vraiment inadmissible, c'est violer le droit le plus fondamental de tout un citoyen, ce droit-là d'être informé, pour que les gens puissent agir en connaissance des causes. Alors, lorsque on est un gouvernement responsable et populaire, mais on ne veut pas que l'information soit populaire, là, ça devient des farces. Et par conséquent, on n'est plus en démocratie et le collectif a dû condamner vraiment cet acte. Et en plus de cela, par rapport à toutes les manœuvres faites pour en savoir plus, nous constatons qu'on est dans une anarchie. Parce que dans une démocratie, on a mis les CESAC comme une institution d'appui à la démocratie. Nous pensions qu'avant de prendre toute décision liée aux médias, il fallait saisir les CESAC, pour que les CESAC puissent analyser. Couper la RFI, c'est vraiment inadmissible et que nous pouvons que condamner et demander au gouvernement, s'ils n'ont pas des raisons fondamentales, de remettre sans condition les signaux de la RFI. Kinshasa s'est réveillé les pieds dans l'eau, du moins quelques quartiers. Nous sommes ici à Limité industriel, 7e rue, quelques heures après la pluie qui s'est abattue dans la capitale. Se frayer un chemin, aussi bien pour les piétons que pour les automobilistes, équivaut à avoir un sens élevé d'imagination. Mais dans cette partie de Limité, ce spectacle désolant est plutôt habituel. Awa soki mbula ebeti makasi ata muke ata ezala ya mingi mbula ifo etondisa mai donc moyen bato bakatisa ata nguna bakende limité eza te alors que gouvernement il faut asala ata la problème ya nzela ya biso ya 7e mairie. Certains semblent avoir trouvé la source du problème. Il n'y a pas de caniveau, c'est ce qui pose souvent des problèmes. Toutes les parcelles que vous voyez ici, et on a canalisé de l'eau dans la rue, c'est ce qui pose des problèmes. Si on a canalisé aussi de l'eau en quittant ici jusque là-bas au coin, il n'y aura pas un problème. À noter que dans d'autres quartiers de la ville d'André Kimbouta, la pluie aurait causé la mort de plusieurs personnes et fait des dégâts matériels importants. Yannick Chisola, par rapport à la fermeture de la radio RFI, chaque fois qu'il y a un petit problème, il y a manifestation de l'opposition, on s'est déjà rendu compte, chaque fois qu'il y a manifestation de l'opposition, le gouvernement coupe le signal de RFI. C'est pas donner un peu trop d'importance à cette radio qui n'est de toute façon qu'une radio parmi 1000 autres radios de par le monde? Madame, vous savez, notre gouvernement est responsable. On ne peut pas accepter à ce qu'une radio, d'abord étrangère, puisse divulguer ou puisse s'adonner à la désinformation et à l'intoxication.
Ah bon, c'est ce que fait Radio France Internationale. Effectivement, c'est ce que fait cette radio périphérique. Vous savez que nous avons dans ce pays plus de 48 chaînes. Nous avons dans ce pays plus de 50 radios. Et vous n'avez entendu aucune radio congolaise qui a été fermée. Le Congo Web, où je me trouve, est aimé, alors que nous savons que c'est une chaîne qui n'est pas alignée à tout cas la majorité. Et donc, je pense qu'il faudrait que l'on soit à un moment donné responsable. Vous savez, au Rwanda, il y a eu... Vous savez, au Rwanda, madame, vous savez, vous voulez parler de Radio Mille Collines. C'est très important. RFI à la Radio je Mille ne compare pas. C'est quand même assez fort. Je ne compare pas. Mais je vous dis, vous savez, au Rwanda, il y a une radio qui s'adonnait aussi à ce genre de jeu. Et vous savez quelle était la conclusion? Quelle était la suite? La suite, c'est que des Rwandais se sont levés et ont commencé à se couper les bras, se couper les jambes et tout ça. On ne veut pas arriver à ça. On ne voudrait pas qu'une radio véhicule la haine, qu'une radio véhicule la désinformation. Nous sommes suffisamment couverts par des radios et des télévisions qui sont responsables, des télévisions qui sont opposées à la ligne gouvernementale, mais elles n'ont jamais été... Il y a aussi la RTBF. La RTBF ne fait pas... Vous savez, madame, le gouvernement est responsable. Et tant qu'une radio... Lorsqu'on a des preuves, lorsque une radio se lance dans l'apologie de la violence, se lance dans l'apologie de la désinformation, elle va... Mais ce qui est bizarre, c'est vrai que vous parlez de l'apologie de la violence, vous parlez... Mais paradoxalement, ces mêmes autorités affluent chez RFI pour faire passer leur message, ce qui est bizarre. Vous savez, madame... En tout cas, je ne sais pas qui est cette autorité qui n'est pas encore passée sur RFI. Notre autorité... Pour faire passer les autorités... Et on se plaint, nous, les journalistes locaux, par rapport à ça. S'il vous plaît, les autorités passent sur RFI. Sur RFI, beaucoup. Peut-être pour un droit de réponse. Mais il passe... Pas forcément, il y en a qui sont là. Pas forcément. Sur Congo Web. Pas sur Congo Web. Pas forcément. Pas plus tard que quelques jours, j'ai suivi, je crois que hier, aujourd'hui matin, ce matin, j'ai suivi une autorité de la place passer dans une émission de votre consoeur, je crois, Regard sur le ministre des Relations avec le Parlement. Il est passé dans une émission de votre soeur Barbara. Donc, vous n'allez pas me dire que nos autorités passent seulement dans les chaînes étrangères. Je vous donne un exemple de ce matin, avant que je me trompe. Mais ce matin, moi j'ai suivi un ministre sur vos chaînes, sur vos antennes. Et je suis des ministres sur l'antenne. Le ministre de la Communication passe régulièrement ici. Beaucoup de personnalités, des députés passent régulièrement ici. Donc il ne faudrait pas que l'on se lance dans ce genre de jeu en disant, voilà, ils sont tous... Non, nous voulons dire ceci. Nous disons que cette radio doit émettre à Kinshasa en respectant les règles de la déontologie. C'est-à-dire en donnant les faits. Bon, c'est vrai que le gouvernement congolais se plaint trop de RFI, mais je me demande est-ce qu'il y a d'autres pays qui se plaignent aussi. Faisons un peu la comparaison. Il y a d'autres pays qui se plaignent du comportement ou de la façon de travailler de RFI. Je crois qu'il faut qu'on compare d'autres pays par rapport à nous-mêmes. Vous savez, par rapport à nous-mêmes, madame. Nous sommes des descendants de ça n'a rien à voir. Nous devons pas. Nous sommes 450, plus de 480 ethnies. Au Rwanda, c'était que 2 ethnies et la radio Mille Collines a fait des milliers de morts. Alors nous ne voulons pas que l'on puisse s'aimer entre nous des gens. Le gouvernement n'a pas peur de la radio RFI. Nous avons plus de 50 chaînes. Vous voulez dire que vous n'êtes plus je ne pose pas la question. Le gouvernement a simplement peur de la radio. Non, nous refusons que la que cette radio distille la haine, distille la violence dans ce pays. Nous refusons. Parce que c'est ce qu'ils veulent. Vous entendez? Aujourd'hui, ils sont presque plus dans le débat au Congo que dans leur débat. Ils sont en train de s'intéresser plus à des questions qui sont relatives à notre souveraineté plutôt qu'à leurs problèmes. Ils ont énormément de problèmes chez eux. Vous suivez RFI 24 heures sur 24? Ils ont énormément de problèmes chez eux. Vous suivez RFI 24 heures sur 24? Madame, je vous en prie. Vous suivez RFI 24 heures sur 24? La République démocratique du Congo n'est pas l'État indépendant du Congo. La République démocratique du Congo n'est pas le Congo belge. Vous avez simplement exercé votre droit de souveraineté. Est un État indépendant depuis le 30 juin 1960. Et nous avons un gouvernement responsable. Mais qui demande de l'argent. Nous avons un gouvernement responsable pour enlever ces gens dans la ville. Nous avons un gouvernement responsable qui agit et qui propose des actes
qui sont dans le sens de l'intérêt général. Et donc, par rapport à la pluie, vous avez suivi les images, ça sera toujours comme ça. C'est vrai que nous sommes un pays souverain, nous nous tapons le torse, mais vous avez vu quand même les dégâts que ça occasionne. Sans l'Union européenne aujourd'hui, vous avez vu le nombre des poubelles qui pullulent à travers la province de Kinshasa. Donc, comment faire, Yannick? Qui est responsable de cette situation? Madame, vraiment comment je peux dire, de la dépréciation même de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, vraiment, c'est pas beau de regarder la ville de Kinshasa. Elle n'est plus belle du tout. Vous savez, nous avons une très belle ville. Et moi, j'ai la chance de voyager dans le monde et nous avons une très belle ville. Et puis, quand vous parlez de la coopération, nous ne sommes pas des mendiants, nous sommes dans le cadre de la coopération. Nous étions en coopération avec l'Union européenne, on n'a pas honte de le dire. Les États-Unis sont en coopération avec la Chine. Moi, je reviens de Chine il n'y a pas un mois. J'ai vu comment les Américains sont allés emprunter de l'argent en Chine. Mais quand ils l'argent, en Chine. On voit les effets. Madame, on a des effets aussi. Il y a des effets. Cette ville n'était pas celle qu'on a connue il y a 30 ans ou il y a 20 ans. Il y a eu énormément d'évolution. Il faudrait, vous êtes dans la ville, vous êtes une Quinoise, et moi, je suis venu il y a peut-être 10 ans. Je suis vraiment une Quinoise, et je vais vous rassurer, Yannick Tissola, il y a 20 ans, à Limité, on n'aurait pas vu une telle situation. Non, il y a 15 ans, 25 ans, Limité n'était pas ici. C'est une désinformation. Je vous en prie. Une désinformation. Cette ville s'est modernisée. Il y a 30 ans, effectivement, la ville n'était pas comme ça, parce que la ville n'avait pas de séparateur ou de... La seule modernisation de la ville de Kinshasa. Mais la route du développement. La route du développement commence par le développement de la route, madame. Combien de temps vous faisiez en quittant Cité Verte où vous habitez pour aller à l'aéroport quand vous voyagez? Combien de temps vous faisiez? Il faut le dire aussi. Moi, je faisais en 2007 plus d'une heure. Je le fais maintenant en 30 minutes, 45 minutes pour aller à l'aéroport. S'il y a eu changement, il faut le dire. Ce sont des faits pratiques, pragmatiques que les Congolais voient. Vous avez vu l'avenue du commerce? Madame, vous savez, les inondations, ça se trouve... Ça se passe pas. Voilà pourquoi nous voulons qu'il y ait des élections aussi municipales. Nous ne disons pas que tout est rose, madame. Nous voulons aussi qu'il y ait des élections municipales et locales. Parce que nous estimons que nos bourgmestres, et ça je peux vous le dire, certains bourgmestres ont failli à leur mission. Certains bourgmestres ont failli à leur mission. Voilà pourquoi nous voulons des élections locales. Il faudrait que nous ayons des responsables élus à la base. Ça permettra à ce que l'on comprenne que pour déboucher un caniveau, ce n'est pas le président de la République. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, par les élections. Comme vous le savez, aux États-Unis, il y a eu élection. Donald Trump qui a été, en tout cas, le candidat vraiment, selon les sondages, les médias, en tout cas, il n'a pas été le candidat favori. Mais voilà, ça a basculé. Le 45e président des États-Unis, c'est Donald Trump. Nous vous proposons ce condensé pour terminer cette info 7. J'ai bien appris à connaître notre pays. Son potentiel est immense et ce sera magnifique. Chaque Américain aura la possibilité de réaliser tout son potentiel. Les hommes et les femmes dans ce pays qui ont été oubliés par le passé ne seront plus les oubliés du système. Nous allons renouveler nos quartiers, refaire les tunnels, les écoles, les hôpitaux, les infrastructures, en somme, de notre pays, qui deviendront d'ailleurs incomparables par leur qualité. Et nous allons rendre des emplois des millions d'Américains ce faisant, alors que nous reconstruirons les équipements publics, les infrastructures de notre pays. Nous avons un programme économique extraordinaire. Nous allons doubler notre taux de croissance et nous aurons la plus forte économie au monde. Et dans le même temps, nous nous entendrons bien avec le reste du monde, avec tous les pays du monde qui sont prêts à s'entendre avec nous. Nous aurons d'excellentes relations. Aucun rêve n'est trop grand, aucun défi n'est trop grand. Rien de ce que nous espérons pour notre avenir n'est hors de portée. Et l'Amérique ne se satisfera de rien moins
que ce qu'il y a de mieux. Je tiens à dire à la communauté mondiale que même si les intérêts des États-Unis viendront toujours en premier, nous négocierons et commercerons de façon équitable avec tout le monde, tous les peuples, toutes les nations du monde. Nous chercherons des terrains d'entente, pas l'hostilité, des partenariats, pas des conflits. Et maintenant, j'aurais voulu saisir cette occasion pour remercier certains de ceux qui m'ont vraiment beaucoup aidé à obtenir cette victoire que l'on qualifie d'historique. Né le 14 juin 1946 dans le Queens à New York aux États-Unis, Donald John Trump est un homme d'affaires. Il fut inscrit dans une académie militaire par ses parents afin de canaliser son énergie d'adolescent. À sa sortie, Donald Trump s'inscrit en cursus économique et décroche un diplôme de la Wharton School of Finance de l'Université de Pennsylvanie avant de rejoindre l'entreprise familiale spécialisée dans l'immobilier. Il va vite apprendre le rouage du métier sous la houlette de son père et se montra rapidement doué pour les affaires. En 1983, il construit son premier gratte-ciel, la Trump Tower, qui marque le paysage new-yorkais. À la tête d'un empire financier, Donald Trump érige des bâtiments prestigieux qui portent son nom. Une décennie plus tard, lors de la crise immobilière de 1990, l'homme fait face à des dettes qui s'élèvent à plusieurs milliards de dollars et frôle la faillite. En 2005, son groupe sera à nouveau confronté à la faillite à cause des casinos d'Atlantic City, mais il sauve in extremis ses affaires. Dès lors, l'entrepreneur avisé multiplie les associés afin de minimiser les risques financiers et développe un système de licences qui lui permettent d'apposer son nom sur des gratte-ciel sans qu'ils lui appartiennent. Ensuite, l'homme d'affaires va décider de créer et coproduire une émission de télé-réalité dénommée des Apprentices qui aura un audimat sans précédent aux États-Unis comme partout ailleurs. En juin 2015, le milliardaire sera de retour sur la scène politique presque 20 ans après sa première candidature aux primaires républicaines en 1996. Il choisit le hall de la Tour Trump à New York pour lancer sa candidature en vue de l'élection présidentielle de 2016. Le 8 novembre 2016, Donald Trump est élu 45e président des États-Unis d'Amérique. Âgé de 70 ans, le nouveau locataire de la Maison-Blanche est père de 5 enfants avec 5 petits-enfants. Yannick Chisola, on a vu sur les réseaux sociaux, en tout cas, c'est tombé comme un coup de foudre, l'élection de Donald Trump, mais bizarrement, les Congolais sont contents de l'élection de Donald Trump. Pourquoi? Madame, c'est vous qui le dites, moi je ne sais pas si les Congolais sont contents. Moi, je n'ai jamais changé de nationalité. Moi, je suis Congolais et donc Hillary Clinton, ça importe peu pour moi. Donald Trump, c'est la même chose, quoi. Trump a été élu sur base d'un programme américain, il a été élu par les Américains. Et nous sommes là dans... Mais ça impactera, qu'on le veuille ou pas, Madame, nous sommes là dans une question... Monde, hein. Nous sommes là dans une question qui touche à la souveraineté des Américains. Et moi, en tant que Congolais, je n'ai aucun avis à émettre. Moi, j'attends nos élections municipales, locales, provinciales. Vous êtes candidat pour quelque chose? Oui, je suis candidat aux élections municipales. Je suis aussi candidat aux élections provinciales. Mon parti m'a aligné aux provinciales lorsque... Kinshasa, provincial Kinshasa. Je vais aller au Katanga, à Dilolo, pour les provinciales, mais pour les municipales, je serai ici. Vous serez ici. En tout cas, espérons que ces élections se tiendront réellement en 2018. Elles se tiendront parce qu'elles sont tenues en 2006, en 2011, et donc le président de la République nous a engagés dans la voie de la démocratie, ça se tiendra. Ça se tiendra. Voilà, merci à Yannick Chisola d'être passé à la barre, l'expression est consacrée. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Yannick Chisola est porte-parole des jeunes leaders du PPRD, le parti cher à Mova Sakani. Merci à vous pour votre fidélité à cette émission et nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain, Inch'Allah.